édition spéciale. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En direct de l'Institut du cerveau à Paris. Professeur Alexis Brice, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de cet institut, de ce magnifique institut du cerveau situé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette équation-là, vous travaillez à la résoudre. Concrètement, en cette journée mondiale, alors c'est pas une fête, mais journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut dire qu'on a avancé sur l'un de ces deux sujets ou sur les deux ? Je crois qu'on a vraiment avancé sur tous les fronts dans la maladie d'Alzheimer, et particulièrement ici, puisque vous allez entendre au cours de cette matinale toutes les approches qui sont mises en œuvre par nos chercheurs pour résoudre cette équation difficile, parce que d'abord il faut connaître la maladie en profondeur, et puis trouver le bon angle d'attaque pour traiter la maladie. Et c'est pourquoi nous avons choisi ici d'avoir un institut qui permette toutes ces approches, le fait d'avoir des chercheurs, des cliniciens, des biologistes, des mathématiciens qui ensemble réfléchissent aux questions posées par différentes maladies, dont la maladie d'Alzheimer, nous permet de l'approcher sous de nombreux angles différents. On pourra donner des exemples si vous le souhaitez. Et puis je crois que ce que vous allez entendre l'illustrera parfaitement. On va en avoir effectivement toute la matinée. On va comprendre que ce n'est pas une maladie isolée, mais que le traitement ou la recherche est beaucoup plus globale pour essayer d'identifier justement ces causes et aussi ces solutions. On a quand même l'impression, Alexis Brice, qu'on n'avance pas. C'est-à-dire que quand on va dans la rue et qu'on demande à des gens tout simplement est-ce que vous savez où on en est sur cette maladie, la réponse commune c'est on est nulle part. Alors c'est une réponse un peu limitée par rapport à ce qui se passe réellement dans le domaine. Puisque depuis 20 ou 30 ans, on a énormément progressé sur l'origine, les mécanismes de la maladie, d'une part, en particulier à l'échelle moléculaire. Et encore une fois, on va voir des exemples. Et puis au plan de vue clinique, je crois que le diagnostic a énormément progressé. On a aussi des perspectives thérapeutiques qui, pour le moment, étaient plutôt déçues, mais en tout cas, c'est l'espoir de nouvelles cibles, de nouvelles approches qui pointent chaque année. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment une tendance de fond très positive, bien qu'aujourd'hui, tout le monde sache qu'on n'a pas une solution, un médicament miracle pour prévenir ou guérir la maladie d'Alzheimer. Mais je peux vous donner des exemples si vous mais si je veux vous bien, le parce souhaitez. qu'on est là pour ça, justement, pour donner des exemples qui parlent et pas uniquement des discours qui restent encore trop évasifs et pas pour une mauvaise raison. C'est parce que quand on ne sait pas, il faut mieux pas dire. Voilà, alors il y a plein d'inconnus qui restent, et ça c'est le cas de toute la science, et en particulier celle qui concerne le cerveau, du fait de son extrême complexité. Les maladies qui touchent le cerveau sont difficiles à comprendre, difficiles à traiter, et c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que l'Institut du cerveau a été créé. C'est pour réunir en un même lieu les chercheurs, les cliniciens, les patients, parce qu'il faut connaître ces maladies, et aussi des entrepreneurs pour porter les découvertes et les transformer en applications. Donc ça, c'est l'originalité de l'Institut du cerveau, c'est de rassembler toutes les parties et pas de travailler de manière isolée avec les uns ou les autres. Exactement. Je crois que c'est cette capacité à ce que l'ensemble des acteurs soient présents, interagissent, travaillent ensemble, chacun apportant une contribution qui va permettre de véritables synergies et puis des approches qui sont complètement originales, qu'un chercheur isolé ne peut pas réaliser, mais qu'au sein d'un institut où des compétences très diverses sont présentes, devient possible. Qu'est-ce qui est original, justement ? Ce qui est original, c'est la capacité à faire travailler ensemble, dialoguer et réellement s'attaquer à un problème de mathématiciens, de cliniciens, de biologistes. Vous allez bien sûr avoir des exemples, mais sans dévoiler totalement ce qui va être dit. Je crois que le fait d'avoir intégré dans notre institut
des chercheurs qui viennent du monde des mathématiques nous permet de modéliser les pathologies, et en particulier l'aspect clinique. Vous allez entendre Thomas Nedelec qui, en analysant des données de santé, a été capable de remonter dans le temps sur la maladie d'Alzheimer et de comprendre qu'avant même que la maladie se manifeste, et probablement 10 ou 15 ans avant, il y a déjà des symptômes évocateurs qui peuvent être identifiés et qui sont des facteurs qui accompagnent le début de la maladie, enfin même bien avant, et donc qui permettraient un diagnostic beaucoup plus précoce de la maladie, et donc la possibilité, une fois qu'on aura la capacité à la traiter, de la traiter extrêmement précocement. Alors cette machine, elle remonte le temps statistiquement. Oui. On le verra effectivement dans une partie de cette émission tout à l'heure. On a quand même du mal. Aujourd'hui, Google rassemble un certain nombre de données sur nous, qu'on le veuille ou non. Ces données, pour être aussi précieuses, elles sont peut-être d'ordre culturel ou de l'ordre des habitudes, tout simplement. Là, vous arrivez à remonter le temps uniquement sur la base de dossiers médicaux. Est-ce qu'une coopération à l'échelle mondiale avec un site comme Google ne permettrait pas d'en savoir un peu plus sur l'origine de la maladie ? Ben, si les signes très précoces ou avant-coureurs, on est là avant la maladie, modifier le comportement des individus, on pourrait le détecter. Mais je crois que vous avez dit le bon mot, c'est-à-dire qu'on est là dans la statistique et pas forcément l'échelle individuelle. Alors c'est vrai pour ce type d'étude qui permet donc de pointer sur des signes ou des symptômes d'alerte qui vont permettre d'identifier les personnes à risque pour la maladie et donc de les traiter précocement. Mais d'autres études qui sont faites à l'Institut s'adressent vraiment à l'individu. Et c'est le cas aussi avec ces approches mathématiques de ce qu'a fait Stanley Durleman sur la trajectoire des patients. Et la capacité, à partir de l'état d'une personne, de son état cognitif, de l'imagerie cérébrale, d'un ensemble de données cliniques, de prédire à 3, 4 ou 5 ans quel sera l'état des sujets, quelle sera l'aggravation dans tel ou tel domaine. Et donc ça, c'est des prédictions à l'échelle individuelle qui sont utiles et qui vont devenir de plus en plus utiles pour prendre en charge et prévoir l'avenir de ces patients. Et c'est important aussi pour rassurer les patients qui savent quelque part où ça va les mener, même si parfois l'issue n'est pas très agréable à entendre. Bien évidemment, mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir actionner des dispositifs en fonction de la façon dont les patients vont évoluer. Est-ce que, à l'instar on l'a vu, de la mobilisation mondiale pour le Covid, il y a aussi une mobilisation mondiale. Vous coopérez, vous, à l'Institut du cerveau, avec d'autres types d'instituts dans le monde entier ou simplement peut-être en Europe ? Alors, dans le monde entier, oui, et bien sûr, en Amérique du Nord en particulier. Mais je voudrais citer juste une initiative européenne, parce qu'il y a une puissance européenne. Et nous avons créé récemment une alliance qu'on appelle Cure&D pour traiter les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, avec 3 partenaires clés qui sont vraiment les leaders européens dans le domaine, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique. Et ces 4 instituts, qui représentent une masse critique de plus de 2000 chercheurs, travaillent ensemble, collaborent pour s'attaquer à la cause et au traitement des maladies neurodégénératives. Selon vous, Alexis Brice, est-ce que les pouvoirs publics aussi ont pris conscience de l'envergure du phénomène ? Parce que 1,2 million de personnes, c'est aussi 1,2 million de votants potentiels. Est-ce que les ministres différents de la santé ou autres sont mobilisés à vos côtés pour ça ? Alors vous avez raison, c'est 1,2 million de personnes, mais il faut aussi compter avec l'entourage, avec les soignants et les aidants.
Et je pense que c'est plusieurs millions de personnes qui sont concernées par cette maladie, évidemment. Nous avons eu un plan Alzheimer il y a quelques années avec un volet recherche, un volet de prise en charge. Je crois que ce plan est en train de s'essouffler, qu'il faut le renouveler. Et c'est évident qu'on a besoin d'un appui fort des pouvoirs publics pour renforcer la recherche dans ce domaine. Oui. En clair, vous manquez de moyens aujourd'hui. On manque de moyens, bien sûr, mais je crois que ces moyens, il faut surtout les investir dans les approches et dans les structures qui sont capables de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on a monté l'ICM, c'est pour créer vraiment un écosystème dans lequel toutes les chances sont avec nous de réussir à trouver quelque chose. Et donc, c'est les chercheurs dont je vous ai parlé, mais aussi leur diversité, mais c'est également aussi tous les outils qui sont mis à disposition de la recherche. Parce qu'étudier le cerveau normal ou le cerveau malade nécessite des outils à toutes les échelles, depuis la microscopie jusqu'à l'IRM cérébral. Et donc ici, nous avons mis en place des plateformes technologiques qui permettent d'avoir accès à l'ensemble de ces échelles et donc d'analyser les phénomènes soit de façon très microscopique, soit de façon beaucoup plus globale, de façon à avoir une compréhension complète du processus pathologique. Une autre force de frappe potentielle en dehors de l'État, c'est celle des grands laboratoires pharmaceutiques. Est-ce qu'ils sont aussi impliqués à vos côtés? Dans quelle mesure et sous quelle forme? Alors, les laboratoires pharmaceutiques ont des moyens considérables. Ils font une recherche qui est très, très efficace dans certains domaines. Et nous avons pour habitude de collaborer avec eux, à la fois pour comprendre les maladies en profondeur et aussi pour pouvoir tester de nouvelles molécules quand des cibles sont identifiées et que des molécules sont développées pour agir sur ces cibles. Donc il y a beaucoup d'interactions. Aujourd'hui, pour les chercheurs de nos instituts académiques, pour l'industrie pharmaceutique, il y a encore un mur à franchir en termes de mise au point de traitements efficaces pour la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'on travaille tous ensemble, comme je vous le disais, à l'échelle européenne, avec nos collègues académiques, mais aussi avec les industriels. Donc l'argent est très important, mais ce que je voudrais souligner, c'est la nécessité de l'utiliser dans un environnement qui met toutes les chances de notre côté pour avancer. Et ici, et puis, on ne peut pas s'intéresser juste à la maladie d'Alzheimer. Je crois qu'il faut comprendre aussi l'ensemble du système nerveux. Comprendre les maladies, c'est d'abord comprendre le cerveau normal et savoir pourquoi certains sujets vont, avec les mêmes lésions cérébrales, vont avoir des troubles évolutifs, d'autres moins. Donc il y a toute une variabilité individuelle qui est liée à la capacité de résilience de notre cerveau, pour lesquelles on a besoin de connaissances fondamentales. Une dernière question à professeur Alexis Brice, avec une réponse, j'imagine, évasive, mais peut-être en quelques secondes. Vu de votre paroisse, où vous coordonnez justement l'ensemble de cette recherche et de quelque part ces services qui interagissent ensemble, à quelle échelle de temps on peut imaginer être sûr d'avoir un traitement? La réponse sera forcément évasive, puisque tant qu'on n'a pas réussi, on ne peut pas savoir quand ce sera. On a eu au fil des ans de nombreux espoirs avec de nouvelles cibles approchées avec de nouvelles molécules qui se sont révélées dans le contexte de la maladie d'Alzheimer ou dans les essais tels qu'ils étaient dessinés, pas forcément efficaces. Donc tant qu'on n'y est pas, on peut pas prédire. C'est pas comme une usine qui va construire un nouveau modèle de voiture où on peut savoir que dans 2 ans, ce sera prêt ou même moins. Là, on est vraiment dans l'inconnu.
Et c'est ça la recherche. Je m'attendais un peu à cette réponse, hélas. Merci, professeur Alexis Brice, directeur de l'Institut, directeur général de l'Institut du cerveau, dans lequel nous sommes en direct ce matin et jusqu'à 11h. On va faire un petit détour par le studio Marcas des Poissonniers et on se retrouve ensuite avec les prochains invités pour parler des systèmes, des fonctions et des dysfonctions des systèmes frontaux. Alors on essaiera de décrypter ça et de parler clairement. Merci à vous d'avoir été ce matin l'invité du 7-9 de Vivre FM. Merci.